Dans le monde entier, il y a des choses qui ne sont pas seulement précieuses ou rares. Il y en a aussi qui sont extrêmement précieuses, extrêmement dangereuses ou extrêmement sacrées. C'est pourquoi il est presque impossible pour n'importe qui de s'en approcher. Certains d'entre eux sont surveillés par des agents de sécurité et des capteurs high-tech. D'autres encore sont protégés par le gouvernement tout entier et les forces militaires. La grande question ici, c'est qu'est-ce que tout cela pourrait bien être ? Et dans cette vidéo, nous allons parler des choses qui sont extrêmement protégées et surveillées par les gens. Alors, commençons tout de suite. Numéro 1, la pierre noire de la Mecque. Au centre du lieu le plus important de l'islam, il y a une petite pierre mais extrêmement sacrée que des millions de personnes visitent depuis longtemps. C'est la pierre noire, ou connue sous le nom d'Al-Hajar al-Aswad. Elle se trouve dans un coin de la Kaaba au Masjid al-Haram, la mosquée la plus sacrée de l'islam. La pierre elle-même n'est pas très grande. On estime qu'elle mesure environ 12 pouces de large. Sa couleur est sombre et elle est entourée d'un cadre en argent. Mais même si elle est petite, c'est l'un des objets religieux les plus importants au monde. Selon la tradition islamique, la pierre viendrait du ciel. Certains croient qu'elle était blanche autrefois et est devenue noire à cause des péchés des hommes. Beaucoup de musulmans croient aussi que le prophète Mohammed lui-même a placé cette pierre dans la Kaaba lorsque la structure a été reconstruite au début du 7e siècle. Lors du pèlerinage du Hajj, des millions de musulmans venant de différents pays se rendent à la Mecque, et l'une des parties les plus importantes du pèlerinage est de tourner autour de la Kaaba. C'est pourquoi de nombreux pèlerins essaient de toucher ou d'embrasser la pierre noire pendant qu'ils tournent autour. Et comme il y a énormément de gens qui s'y rendent chaque année, la sécurité sur place est très stricte. Selon les rapports des médias internationaux comme la BBC et Al Jazeera, l'opération de sécurité du Hajj en Arabie Saoudite fait partie des plus grands déploiements de sécurité au monde. Des milliers de policiers, de militaires, de systèmes de surveillance, de drones et d'équipes de contrôle de foule sont déployés pour assurer la sécurité des pèlerins et protéger le lieu. Au fil de son histoire, la pierre noire a été endommagée et a perdu des fragments à plusieurs reprises. Au Xe siècle, selon les archives historiques, elle a été volée par un groupe extrémiste et a disparu pendant plus de 20 ans avant d'être rendue à la Mecque. En raison des dommages subis à l'époque, la pierre aujourd'hui est composée de plusieurs fragments assemblés et placés dans un cadre en argent. Et même si des millions de personnes la voient chaque année, elle reste l'un des objets religieux les plus protégés de la planète. Car pour beaucoup de gens, ce n'est pas simplement une pierre. C'est une partie de la foi, de l'histoire et de l'identité d'une grande partie du monde. Numéro 2, le diamant Hope. À première vue, cela ressemble simplement à un beau diamant bleu. Mais le diamant Hope est l'une des pierres précieuses les plus célèbres et les plus controversées au monde. Il pèse environ 45,5 carats. C'est l'un des plus gros diamants bleus découverts dans l'histoire. Aujourd'hui, il est exposé au Smithsonian National Museum of Natural History à Washington, D.C., où des millions de personnes viennent chaque année juste pour le voir en personne. Mais ce n'est pas seulement la beauté du diamant qui a fait sa renommée. Pendant plus de 300 ans, une histoire s'est répandue selon laquelle il porterait malheur ou serait maudit. Selon les archives historiques, le diamant a d'abord été extrait en Inde au XVIIe siècle avant d'arriver en France. Plus tard, il est devenu une partie des joyaux de la couronne française et a appartenu à la famille royale de France. Lors de la Révolution française, en 1792, le diamant a été volé et a disparu pendant de nombreuses années avant de réapparaître en Europe, avec une apparence différente car il avait été retaillé à une taille plus petite. C'est là que les histoires sur sa malédiction ont commencé à se répandre. On raconte que certains anciens propriétaires ont fait faillite, ont perdu la vie ou ont subi de terribles tragédies. Parmi les plus souvent mentionnés figurent le roi Louis XVI et Marie-Antoinette de France, qui ont tous deux été guillotinés pendant la Révolution. Mais selon de nombreux historiens, une grande partie de l'histoire de la malédiction a été exagérée par les médias et les marchands de bijoux de l'époque pour rendre le diamant encore plus célèbre. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup restent fascinés par son mystère. En 1958, le joaillier Harry Winston a offert le diamant au Smithsonian Museum. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a simplement été envoyé par un service postal ordinaire aux États-Unis, dans un simple paquet marron. Aujourd'hui, sa sécurité est d'un tout autre niveau. Il est protégé derrière une vitre par balle, avec capteur de mouvement, caméra et personnel de sécurité armé en surveillance constante. La lumière et la température autour de lui sont également contrôlées pour préserver l'état du diamant.
Mais l'une de ses caractéristiques les plus étranges est celle-ci. Lorsqu'il est exposé à la lumière ultraviolette, il émet soudainement une lueur rouge intense, un diamant bleu qui brille en rouge dans l'obscurité. Et pour de nombreux visiteurs, c'est la raison pour laquelle il paraît encore plus mystérieux. Numéro 3. Le football nucléaire. Il existe une mallette dans le monde qui ne peut jamais être laissée sans surveillance. Elle n'est pas remplie d'argent, d'or ou de documents secrets d'une entreprise. Son contenu est quelque chose qui peut déclencher une guerre nucléaire. C'est ce qu'on appelle le football nucléaire du président des États-Unis. Elle est officiellement appelée sacoche d'urgence présidentielle. C'est une lourde mallette en cuir, toujours portée par un officier militaire qui ne s'éloigne presque jamais du président des États-Unis. Que ce soit à la Maison-Blanche, dans un avion, en réunion, lors d'un dîner d'État ou même en vacances, la mallette est toujours présente. Selon les rapports de CNN et de la BBC, ce sont des aides militaires spéciaux qui sont chargés de la porter. Ils passent par des vérifications d'antécédents très strictes, des évaluations psychologiques et un processus de sécurité extrêmement rigoureux avant d'être sélectionnés. Ce ne sont pas non plus de simples soldats ordinaires qui la détiennent. Ils sont formés pour rester prêts à tout moment. Parce que si une attaque nucléaire est lancée contre l'Amérique, le président n'a que quelques minutes pour prendre une décision. Et c'est là que l'importance du nucléaire football entre en jeu. Beaucoup de gens pensent qu'il y a littéralement un bouton rouge à l'intérieur qui lance immédiatement des missiles nucléaires. Mais selon d'anciens responsables militaires et des rapports publics, le processus n'est pas aussi simple. La mallette contiendrait des équipements de communication, des codes d'authentification, des dossiers d'urgence, des procédures et des options de réponse militaire pré-planifiées. Pour faire simple, il s'agit du système de commandement mobile du président en cas d'urgence nucléaire. Si nécessaire, le président peut donner des ordres depuis n'importe quelle partie du monde. Même s'il est dans un avion, dans un bunker souterrain ou en plein déplacement. Ce qui est inquiétant ici, c'est que ce n'est pas gardé dans un coffre-fort la nuit. Il doit rester près du président presque tout le temps. Parce que selon la doctrine militaire américaine, toute menace nucléaire peut survenir à tout moment. Et dans ce genre de situation, il n'est pas suffisant d'attendre encore quelques heures. C'est pourquoi, depuis l'époque du président John F. Kennedy, après la crise des missiles de Cuba en 1962, cela est devenu une partie permanente du système de sécurité présidentielle des États-Unis. La crise des missiles de Cuba a été l'un des moments les plus dangereux de la guerre froide, où les États-Unis et l'Union soviétique ont failli déclencher une guerre nucléaire. C'est là que le gouvernement américain a réalisé qu'il fallait que le président ait un moyen de donner des ordres immédiatement, où qu'il se trouve. À ce jour, les aides militaires portent toujours cette mallette chaque jour, qui ressemble de l'extérieur à un simple sac. Mais à l'intérieur se trouvent des systèmes et des procédures qui pourraient affecter le monde entier en seulement quelques minutes. Numéro 4. La recette du Coca-Cola. Parmi tous les secrets du monde, l'un des plus célèbres ne concerne pas l'armée, les espions ou les armes gouvernementales. Il s'agit d'une recette de boisson gazeuse. Mais selon The Coca-Cola Company, la formule du Coca-Cola est l'un des secrets commerciaux les mieux gardés de l'histoire du monde des affaires. On en parle depuis plus de 100 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup croient encore que seules quelques personnes connaissent vraiment la formule exacte. Au World of Coca-Cola, à Atlanta, en Géorgie, il y a un coffre-fort spécial où l'on dit que les documents de la recette originale du Coca-Cola sont conservés. Quand tu vois le coffre-fort, ça ressemble à une scène de film d'action. Une porte en acier épaisse, des systèmes de sécurité high-tech, des zones à accès contrôlées et une surveillance 24 heures sur 24. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, ce n'est pas seulement la recette qu'ils protègent. Ils protègent aussi le mystère. Pendant des décennies, l'idée que la formule de Coca-Cola est un secret presque impossible à découvrir a fait partie de leur marketing. Il y a une vieille histoire qui dit que seulement 2 cadres connaissent la recette complète à un moment donné, et ils ne sont pas autorisés à voyager dans le même avion. Cependant, de nombreux analystes pensent qu'il pourrait simplement s'agir d'un mythe d'entreprise pour renforcer l'image de la marque. Selon certains chimistes alimentaires et experts du secteur, il est possible d'analyser les ingrédients grâce à la technologie de laboratoire moderne. Mais malgré cela, la valeur du secret ne disparaît pas. Car pour Coca-Cola, une grande partie du succès du produit réside dans l'histoire qui se cache derrière. Le sentiment qu'il y a un mystère que tout le monde ne connaît pas. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, la sécurité autour du coffre-fort de la recette reste extrêmement stricte. Ce n'est pas seulement pour protéger la formule, mais aussi pour maintenir en vie l'une des légendes commerciales les plus célèbres de l'époque moderne.
Numéro 5. Le masque de Toutankhamon. Parmi toutes les richesses découvertes de l'Égypte ancienne, il y a une chose que presque tout le monde reconnaîtrait immédiatement, même ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire. Un visage doré du jeune roi. C'est le masque funéraire du pharaon Toutankhamon. Pour de nombreux historiens et archéologues, ce n'est pas simplement un artefact ancien. C'est un des symboles majeurs de la civilisation égyptienne. Le masque est fait d'environ 11 kg d'or massif et orné de pierres précieuses comme le lapis lazuli, l'obsidienne, la turquoise et d'autres matériaux colorés qui lui donnent ces détails uniques. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il a plus de 3000 ans. Il a été découvert en 1925 lors de l'expédition de Howard Carter dans la vallée des rois en Égypte. Il a été placé directement sur la momie de Toutankhamon à l'intérieur de sa tombe. Et depuis sa découverte, il est devenu l'une des découvertes archéologiques les plus célèbres de l'histoire moderne. Toutankhamon lui-même est devenu pharaon alors qu'il était encore jeune et on pense qu'il est mort alors qu'il n'était qu'un adolescent. Bien qu'il n'ait pas été le principal dirigeant de l'Égypte, il est devenu très célèbre grâce à sa tombe. C'est l'une des rares tombes retrouvées presque intactes et peu pillées par les chasseurs de trésors. Et parmi toutes les choses qui y ont été trouvées, le masque en or est devenu le centre de l'attention du monde entier. Aujourd'hui, il peut être vu au Grand Musée égyptien près des pyramides de Gizeh. Selon les responsables du gouvernement égyptien, le musée a été spécialement construit pour protéger et exposer correctement les trésors anciens de l'Égypte, en particulier la collection de Toutankhamon. La sécurité autour du masque est très stricte. Il est placé dans une vitrine en verre pare-balles à climat contrôlé. Lumière, humidité et température sont aussi contrôlés pour préserver cet artefact vieux de plusieurs millénaires. Il y a aussi un flux de visiteurs restreint dans la galerie afin que trop de monde autour de l'objet ne présente pas de danger. Et selon les rapports de Reuters et de la BBC, la position de l'Égypte est très claire. Ils ne prêteront plus facilement le masque à d'autres pays après plusieurs controverses dans le passé. Concernant l'envoi d'artefacts égyptiens dans des expositions internationales. Pour l'Égypte, ce n'est pas seulement un morceau d'or. C'est le visage de leur histoire. C'est le visage de l'Égypte ancienne elle-même. Numéro 6, le suaire de Turin. Il existe un vieux tissu en Italie qui, jusqu'à aujourd'hui, fait encore l'objet de débats entre scientifiques, historiens et experts religieux. Pour certains, c'est l'une des reliques les plus sacrées du christianisme. Pour d'autres, il est possible que ce ne soit qu'une création datant du Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle le suaire de Turin. C'est un long tissu de lin portant une image pâle d'un homme blessé, dont les blessures ressemblent à celles causées par la crucifixion. L'image montre aussi des marques semblables à des blessures causées par la couronne d'épines. C'est pourquoi de nombreux chrétiens croient qu'il s'agit du linceul funéraire de Jésus après la crucifixion. Mais jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de réponse définitive quant à son authenticité. Le tissu est conservé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Turin, en Italie, et est sous la garde du Vatican. La sécurité autour de celui-ci est très stricte. Il est placé dans un coffret spécial scellé avec une température contrôlée et une protection contre le feu, l'humidité et la contamination. L'enceinte est également pare-balles, et la plupart du temps, il n'est pas toujours exposé au public. Il arrive que des décennies s'écoulent avant qu'il ne soit à nouveau exposé pour être vu par les pèlerins et les visiteurs. L'une des raisons pour lesquelles il est si précieux, c'est l'image mystérieuse sur le tissu. Selon certains chercheurs, ce n'est pas une simple peinture ou un tissu ordinaire. Pendant de nombreuses années, différents scientifiques ont essayé d'étudier comment l'image s'est formée, mais il n'y a toujours pas de réponse claire acceptée par tous. En 1900, 3 laboratoires ont effectué un test de datation au radiocarbone. Les résultats ont montré que le tissu pourrait avoir été fabriqué à l'époque médiévale, entre le XIIIe et le XIVe siècle. Ainsi, de nombreux sceptiques ont affirmé qu'il ne venait pas de l'époque de Jésus. Mais certains chercheurs ont contesté ces résultats et ont affirmé qu'il est possible que l'échantillon analysé provienne seulement d'une partie du tissu qui avait été réparée après avoir été endommagé. Jusqu'à présent, le débat continue. L'histoire est devenue encore plus compliquée car il a failli être détruit plusieurs fois par le feu. Au XVIe siècle, un grand incendie a laissé des brûlures et des trous sur le tissu qui sont encore visibles aujourd'hui. Après cela, sa protection a été renforcée. En 1997, un autre incendie s'est déclaré dans la chapelle où il était conservé. Selon les rapports de l'époque, un pompier a dû briser l'épaisse vitre de protection avec une masse pour sauver rapidement la relique avant qu'elle ne soit complètement atteinte par le feu. À cause de cet incident, la protection contre l'incendie et les systèmes de sécurité autour du suaire ont été encore renforcés.
Et jusqu'à présent, cela reste l'un des artefacts religieux les plus débattus au monde. Car même si l'homme utilise aujourd'hui la technologie moderne, certains mystères ne peuvent toujours pas être complètement expliqués. Numéro 7. Les joyaux de la couronne d'Angleterre. À l'intérieur d'un vieux château à Londres, il y a une collection de bijoux et de trésors royaux gardés comme une base militaire. Ce sont les joyaux de la couronne britannique. On peut les voir à la Tour de Londres, une forteresse très ancienne qui fait partie de l'histoire de l'Angleterre depuis plus de 900 ans. Pendant longtemps, cet endroit a servi de palais, de prison, de lieu d'exécution et de forteresse militaire. Mais aujourd'hui, c'est l'un des endroits les plus importants au monde où sont conservés les trésors royaux. La collection des joyaux de la couronne comprend des couronnes, des épées, des sceptres et d'autres objets cérémoniels utilisés lors du couronnement du roi ou de la reine de Grande-Bretagne. En d'autres termes, ce sont les symboles du pouvoir de la monarchie britannique. Et selon les rapports de la BBC et de Reuters, la valeur estimée de toute la collection s'élève à des milliards de livres sterling. Mais l'une des parties les plus importantes de cet ensemble est la couronne impériale d'État. Elle est ornée de pierres précieuses, de milliers de diamants, d'émeraudes, de saphirs, de perles et de pierres parmi les plus célèbres au monde. Cela inclut le diamant Cullinan II, l'un des plus gros diamants taillés appartenant à la couronne britannique. Quant au plus grand Cullinan Pince, il est serti sur le sceptre du souverain. Cette pierre est l'un des plus grands diamants taillés de l'histoire. En raison de leur immense valeur et importance, la sécurité à la Tour de Londres est extrêmement stricte. Il y a d'épaisses portes en acier, des murs résistants aux bombes, des systèmes d'alarme avancés et des vitrines résistantes aux balles. Mais ce qui est intéressant, c'est que la sécurité ne repose pas uniquement sur la technologie moderne. Il y a aussi des gardes célèbres appelés Yeoman Warders ou plus connus sous le nom de Beefeaters. Ce sont les gardes que les touristes voient bien souvent en uniforme rouge et noir, mais ils ne sont pas de simples gardes cérémoniels. La plupart d'entre eux sont d'anciens membres seniors de l'armée britannique qui ont servi longtemps avant d'être choisis pour garder la tour. Et au cours de la longue histoire des joyaux de la couronne, il y a eu plusieurs tentatives de vol. L'un des événements les plus célèbres s'est produit au XVIIe siècle. Un homme nommé colonel Thomas Blood s'est fait passer pour un prêtre afin d'obtenir l'accès à la salle des joyaux. Selon les archives historiques, ils ont essayé de voler les joyaux de la couronne et auraient en même frappé la couronne pour qu'elle puisse tenir dans un sac pendant qu'ils tentaient de s'enfuir. Capturés avant de fuir, ils ne furent ni exécutés ni emprisonnés à vie, car le roi Charles II aurait pardonné. Ce geste reste un mystère pour beaucoup d'historiens. Jusqu'à aujourd'hui, cela reste un mystère pour de nombreux historiens. Actuellement, des millions de touristes visitent Dôle chaque année pour voir les joyaux de la couronne. Et même après plusieurs siècles, cela reste l'un des symboles les plus importants de la monarchie britannique. Numéro 8, la déclaration d'indépendance. Il existe un vieux document en Amérique qui n'est pas seulement un simple papier. Pour beaucoup d'Américains, c'est le début de leur nation. Ceci, c'était la déclaration d'indépendance originale des États-Unis. Ce document a officiellement déclaré en 1776 que les 13 colonies américaines étaient désormais séparées de la domination britannique. C'est aussi ici qu'est écrite l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire politique américaine sur l'égalité des hommes. Aujourd'hui, il est exposé au National Archives Building à Washington, D.C. Il y est accompagné de la Constitution originale et de la Déclaration des droits des États-Unis. Pour le gouvernement américain, ces documents sont extrêmement importants, car c'est sur eux que repose la fondation de leur pays et de leurs lois. Et comme la déclaration d'indépendance est extrêmement précieuse, son système de sécurité ressemble presque à celui d'un laboratoire scientifique. Elle est bien placée dans un boîtier scellé spécial, fabriqué à partir de matériaux métalliques très résistants avec un environnement contrôlé à l'intérieur. L'air à l'intérieur de l'enceinte n'est pas ordinaire. Selon les archives nationales, c'est de l'argon à l'intérieur, car il protège mieux le vieux parchemin et l'encre. L'humidité, la température et la pression de l'air sont contrôlés pour empêcher la détérioration rapide du document. Mais ce qui se passe la nuit est encore plus surprenant. Lorsque les archives nationales ferment, les documents sont lentement descendus à l'aide d'un système hydraulique vers une chambre forte souterraine sous le bâtiment. Cette chambre forte est résistante au feu, aux bombes et fortement renforcée. En d'autres termes, c'est comme un bunker pour les documents les plus importants des États-Unis. Le matin venu, ils sont à nouveau remontés pour être vus par le public. La sécurité est également très stricte dans tout le bâtiment. Il y a des agents fédéraux armés, des capteurs de mouvement, des systèmes de surveillance environnementale et des contrôles de sécurité de type aéroportuaire pour les visiteurs.
Mais la protection de la déclaration n'a pas toujours été aussi bien organisée. À l'époque, elle était déplacée à plusieurs reprises dans différents endroits, pendant les guerres et les crises en Amérique. Pendant la guerre de 1812, elle a été cachée alors que les forces britanniques brûlaient Washington. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été transportée à Fort Knox, dans le Kentucky, pour la protéger contre une éventuelle attaque. Malgré tout ce qu'elle a traversé en près de 250 ans, une grande partie du texte et des signatures sur le document reste encore lisible aujourd'hui. Et pour l'Amérique, le message de cette sécurité extrêmement stricte est clair. Ils ne veulent pas perdre l'une des parties les plus importantes de leur histoire. Numéro 9. La Joconde. Parmi tous les objets de cette liste, c'est le plus facile à reconnaître. Une femme, un petit sourire. Et une peinture dont presque tout le monde dans le monde a déjà entendu parler. C'est la Joconde de Léonard de Vinci. Elle se trouve au musée du Louvre, à Paris, en France. Mais lorsque de nombreux touristes la voient en personne, leur réaction est souvent la même. C'est petit ? C'est vrai. Elle n'est pas aussi grande que beaucoup l'imaginent. La peinture est petite comparée à la plupart des œuvres d'art du musée. Mais même si elle est petite, c'est l'une des peintures les plus surveillées au monde. Derrière elle, il y a Dix. Un verre par balle avec température et humidité contrôlée protège la vieille peinture. Il y a des barrières pour empêcher les gens de trop s'approcher. Il y a des caméras, des gardes, et comme des milliers de visiteurs passent chaque jour, le contrôle de la foule autour est strict. Mais pourquoi une telle sécurité ? Ayant déjà subi plusieurs vols et attaques, la Joconde a été volée au Louvre en 1911. Le voleur était Vincenzo Perugia, un ouvrier italien qui avait déjà travaillé là-bas. Il a volé la Joconde au Louvre. Celui qui l'a prise était Vincenzo Perugia, un ouvrier italien qui avait déjà travaillé au musée. Selon les rapports historiques, il a réussi à décrocher la peinture. Il a réussi à décrocher la peinture du mur pour la cacher et sortir du musée. Elle a disparu pendant plus de 2 ans. Et pendant sa disparition, la Joconde est devenue encore plus célèbre. Même le mur vide où elle était autrefois accrochée attirait les visiteurs. Finalement, Perugia a été arrêté lorsqu'il a essayé d'apporter et de vendre la peinture en Italie. La Joconde a été rendue au Louvre, mais depuis lors, le monde ne la voit plus de la même façon. Ce n'est plus seulement une peinture célèbre, c'est devenu une icône mondiale. Mais le problème ne s'est pas arrêté là. En 1956, une personne a acheté de l'acide sur la peinture. La même année, une autre personne a lancé une pierre et a endommagé une petite partie de la peinture. Après ces incidents, la Joconde a été encore plus protégée avec un verre spécial. En 2009, un visiteur a lancé une tasse en céramique sur la peinture, mais elle n'a frappé que la vitre de protection. En 2022, un homme a mis du gâteau sur la vitre. Bien qu'il ait affirmé protester contre le changement climatique, la peinture est restée intacte, mais le message était clair. Plus quelque chose devient célèbre, plus il y a de gens qui veulent s'en approcher, interagir ou faire une scène devant. Alors maintenant, c'est comme si la Joconde était prisonnière de sa propre célébrité. Ce n'est plus simplement une peinture accrochée au mur, c'est un objet irremplaçable. Cela signifie que si elle disparaît ou est endommagée, il n'y a pas de véritable remplacement. Une photo ne suffit pas, une réplique ne suffit pas, une copie numérique ne suffit pas. Parce que la Joconde a été réalisée de la main même de Léonard de Vinci, il y a plus de 500 ans, un objet authentique de son époque. C'est pourquoi la surveillance ici est très stricte, non seulement à cause de sa valeur, mais aussi parce qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire dans le monde entier. Si la Joconde disparaissait, ce ne serait pas qu'une peinture perdue, mais l'un des visages majeurs de l'histoire de l'art. Numéro 10. L'étoile de l'Inde. Il y a une pierre précieuse à New York qui est vraiment magnifique. Mais elle est devenue encore plus célèbre à cause d'un vol au musée très embarrassant. C'est l'étoile de l'Inde. C'est un grand saphir étoilé qui se trouve au Musée américain d'histoire naturelle à New York. Il pèse plus de 563 carats, il est presque aussi gros qu'une balle de golf. Ce qui rend cette pierre unique, c'est qu'une étoile à 6 branches apparaît sur la gemme lorsqu'elle est exposée à la lumière. On dirait qu'il y a une étoile qui bouge lorsque l'angle de la lumière change. C'est pour cette raison qu'on l'appelle saphir étoilé. Selon le Musée américain d'histoire naturelle, l'étoile de l'Inde est l'une des pierres précieuses les plus importantes de leur collection. On pense qu'elle provient du Sri Lanka, un pays connu depuis longtemps pour ses magnifiques saphirs. En 1900, elle a été offerte au musée par le financier J.P. Morgan. Mais en 1964, un vol s'est produit, ce qui a changé la sécurité de nombreux musées en Amérique. Un groupe de voleurs, dont Jack Murphy, plus connu sous le nom de Murph the Surf, est entré dans le musée pendant la nuit. Selon les rapports historiques, ils sont passés par une fenêtre qui n'était pas correctement sécurisée.
Pire encore, certains systèmes d'alarme dans la salle des gemmes ne fonctionnaient pas. C'est ainsi qu'ils ont pu entrer, prendre l'étoile de l'Inde et emporter plusieurs autres pierres précieuses. Pour un grand musée de New York, c'était une énorme humiliation. Ce n'est pas seulement à cause du vol de la pierre précieuse, mais aussi parce que la manière dont il a été commis paraissait si simple. C'est comme si quelqu'un était entré chez toi car tu avais laissé la fenêtre ouverte, mais les suspects ont vite été arrêtés. Et finalement, l'étoile d'Inde a été retrouvée dans un casier de gare routière à Miami. La bonne nouvelle, c'est que la pierre n'a pas été endommagée. Lorsqu'elle est revenue au musée, tout avait changé. La vitrine était mieux sécurisée, l'alarme mieux réglée, plus de caméras installées et la sécurité de la salle des gemmes renforcée. Aujourd'hui, elle est simplement exposée en silence dans le musée, mais son histoire est devenue une leçon pour tous les musées. Peu importe la valeur d'un objet, la sécurité ne sert à rien si un simple détail est négligé.